Jardin sur les toits, potager et serre urbaine, il y a plein de façons de faire pousser de la nourriture à Montréal et pour le premier épisode de l'Organe, on va en parler avec deux étudiants de Concordia, André Tremblay et Gabriel Adéry. On a parfois un peu du mal à s'imaginer, mais on cultivait encore une partie de notre nourriture à Montréal, en ville, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant longtemps, les Montréalais avaient une vache, des poules, ou encore des légumes dans leur cours qui leur servaient d'appoint dans les périodes compliquées. C'est avec la naissance des mouvements d'urbanisme à la fin du 19e siècle que cette tendance s'est peu à peu essoufflée. Mais aujourd'hui, comme le rappelle Sheila Wolf, directrice exécutive de la Concordia Food Coalition, l'agriculture urbaine, ce n'est pas nouveau, mais c'est devenu une nécessité. C'est une technique viable pour faire face à des défis comme la réduction de l'empreinte carbone du transport et de la distribution, ou encore pour aller vers une agriculture régénérative, c'est-à-dire qui améliore la biodiversité des villes et améliore la qualité de ce que nous mangeons. Gabrielle Adéry est étudiante en environnement urbain à Concordia et agricultrice urbaine chez Amidou Horticulture depuis 8 mois. Sous les serres urbaines de Verdun, Gabriela s'occupe de la gestion des projets et prend soin de plantes anciennes et ethniques aux côtés d'Amidou Maïga, un entrepreneur d'origine nigérienne. J'ai découvert le jardinage grâce à ma famille. Je voyais ma grand-mère et mes parents faire du jardinage juste dans leur jardin chez eux. Et j'ai toujours vraiment été émerveillée par l'idée de produire sa propre nourriture, ainsi de pouvoir la consommer. Et c'était en poursuivant mes études en environnement que je suis tombée sur le sujet et que j'ai vraiment compris l'importance euh, de l'agriculture urbaine. Et c'est aussi en faisant de la recherche là-dessus, je me suis spécialisée en agriculture urbaine dans mes études. C'est quelque chose qui me passionne parce que c'est quelque chose qui visiblement devient de plus en plus nécessaire à développer dans des environnements urbains dans un monde qui ressent de plus en plus d'augmentation de population dans des villes. Pour moi et pour beaucoup d'autres personnes qui sont dans qui s'intéressent à l'agriculture urbaine, ça semble nécessaire de pouvoir produire la propre nourriture dans un environnement urbain. Et c'est vrai pour plusieurs raisons. Ça crée des espaces verts, premièrement. Ça présente des avantages au refroidissement des villes, euh, au niveau de la pollution et aussi le ressenti, le sentimental, c'est ce que j'avais vu dans mes recherches. Euh, Ça aide beaucoup le moral des gens, des populations qui sont adjacentes des deux espaces verts. Euh, Ça aussi, ça reconnecte le consommateur ou c'est-à-dire les habitants des villes au cycle euh, de, de, des aliments. Donc non seulement la production, mais aussi l'élimination des déchets, tout ça. Euh, et aussi, ça permet de réduire l'insécurité alimentaire. 10% des foyers à Montréal sont en situation d'insécurité alimentaire modérée à sévère et c'est un phénomène qui impacte particulièrement les plus vulnérables. Au Canada, 70% des personnes dépendant de l'aide publique sont aussi dans des situations d'insécurité alimentaire et cela n'épargne pas les personnes qui travaillent. 60% des personnes en situation d'insécurité alimentaire touchent pourtant les revenus d'un salaire. Comme nous le rappelle André Tremblay, étudiante en doctorat à l'Université Concordia, elle a fondé en 2019 son jardin Mind Earth Mouth, un jardin collectif sur le campus Loyola. Elle nous parle de son expérience, de ses recherches et de ce qu'elle a observé. Quand on souffre d'insécurité alimentaire, je parle en connaissance de cause, si disons on a 15 $ dans notre budget pour se procurer de la nourriture, on va s'acheter des aliments qui nous permettent de nous sentir rassasiés plus longtemps, comme des pâtes, du pain, des craquelins, des pommes de terre même. C'est extrêmement difficile d'avoir une alimentation équilibrée avec un budget qui ne nous le permet pas. Ça cause des déséquilibres alimentaires qui ont des impacts à long terme chez les gens, surtout pour les enfants qui sont dans cette situation à un jeune âge.
Il y a des impacts sur la santé mentale, des impacts sur la santé physique, intellectuelle. C'est quelque chose qui coûte des millions de dollars à la société. Dans notre système actuel, les banques alimentaires sont devenues essentielles pour aider ces personnes. Par contre, il y a des préjugés à combattre à ce sujet. Il y a une stigmatisation qui se rattache à la fréquentation des banques alimentaires. Puis, avec une population de plus en plus croissante qui vit dans les villes et qui dépend du système alimentaire industriel, on a vu aussi une érosion sur plusieurs générations des connaissances nécessaires pour faire pousser des aliments. En outre, les gens n'ont pas nécessairement accès à l'espace pour faire un jardin. Dans Mind, Heart, Mouth, mon projet de recherche, qui est ici le jardin à l'Université Concordia, les gens peuvent venir travailler pour aussi peu qu'1 heure par semaine et profiter de la récolte. Chacun part avec sa part de la récolte. Et de cette façon, ça combat aussi cette stigmatisation parce que les gens travaillent pour la nourriture avec laquelle ils partent et qu'ils rapportent à la maison. Alors, ils ont ce sentiment de valorisation, ils se sentent bien et ils sont fiers aussi. Je les vois qui communiquent avec des gens qui passent comme ça par le jardin, parce que le jardin est dans un endroit très public et il y a beaucoup de gens qui passent, qui circulent, et je vois les bénévoles, ils sont très fiers de communiquer ce qu'ils ont appris dans le jardin avec les gens qui passent comme ça et qui leur posent des questions. Et durant la première année, j'ai commencé en 2019, et les gens me disaient, après quelques semaines déjà, que depuis qu'ils consomment plus de légumes, ils se sentent mieux. Ils ont moins de maux de ventre et de maux de tête, et juste physiquement, mentalement, ils se sentent beaucoup mieux. Dans son jardin qui a servi de support pour sa thèse de maîtrise, André a fait travailler ensemble des étudiants de Concordia avec des aînés du Centre pour personnes âgées Nouvel Espoir. Elle a observé les dynamiques sociales qui se sont formées. Dans le jardin, donc, depuis 4 ans, je vois des étudiants, des personnes âgées qui viennent pour apprendre à faire pousser des légumes, ou simplement parce qu'il est plaisant de passer du temps dans le jardin et d'être avec... Il y a un côté social, d'être avec d'autres gens. Alors, on se côtoie, on se parle, les gens travaillent ensemble, ils échangent des histoires, ils parlent de leur quotidien. Ça crée des relations positives. Ça montre qu'on est tous humains et qu'on a tous besoin de créer des liens les uns avec les autres. Alors, comme les gens sont un peu parfois timides, j'essaie de les encourager à travailler en groupe ou travailler en équipe. Comme ça, ça occasionne des discussions et ça crée des liens. Et puis, c'est merveilleux de voir comment les liens se créent, de voir comment les gens commencent à prendre soin les uns des autres. Dès la première année, je voyais des gens qui, si quelqu'un n'était pas là, un étudiant ou peu importe, les gens s'inquiétaient. Ah, où est-il? Est-ce que ça va bien? Tout va bien? Alors, je trouve ça fascinant et merveilleux de voir comment les gens se connectent comme ça, juste en passant du temps ensemble dans le jardin. Alors, dans le jardin, peu importe nos antécédents culturels, religieux, politiques, notre budget, notre éducation, on est tous là pour apprendre. Alors, il y a aussi quelque chose de magique, je trouve, à faire pousser des légumes. On dirait que ça soulève des souvenirs, des histoires d'enfance, pour les jeunes et comme pour les vieux. On se rappelle de jardins de parents, d'oncles, de tantes, de grands-parents. Il y a souvent les gens qui sont attirés à venir travailler comme ça dans un jardin, ont souvent ces histoires-là en commun. Alors, les liens qui se créent comme ça, il y a beaucoup cet échange de souvenirs et d'histoires qui portent les gens à sourire et justement à créer des liens. Et aussi, on est comme dans notre humanité, on partage aussi tous il y a des aliments de base qu'on fait pousser dans un jardin qui font pousser ici au Canada, comme en Europe ou aux États-Unis, en Amérique du Sud. Il y a des aliments qui
qui poussent partout. Alors, à chaque année, il y a des histoires merveilleuses comme ça qui sont soulevées. Et l'année dernière, entre autres, c'était les choux farcis. Alors, je raconte souvent cette histoire-là où on était 4 ou 5 personnes, et il y avait un étudiant qui venait d'Égypte, un étudiant qui venait de Grèce. Il y a une communauté multiculturelle assez variée ici à Concordia, je l'ai dit déjà. Alors, c'est ça, un étudiant de Grèce. Il y avait un monsieur plus âgé qui, lui, venait de la Pologne. Et on était 2 personnes ici du Québec. Et bon, alors je commence à raconter que j'avais utilisé des feuilles de choux qui poussaient, des grandes, grandes feuilles, pour faire des choux farcis. Alors, l'étudiant d'Égypte me demande ah, mais qu'est-ce que c'est ça, des choux farcis? À quoi ça ressemble? Alors, je lui décris bon, on fait de la viande, du riz, des légumes, et on roule ça euh, dans le chou. Et bon, ensuite, on met une sauce et on met ça au four, et voilà. Et alors, il me dit ben, nous aussi, on a ça. Ma mère, elle fait aussi une recette un peu différente, mais de la même manière. Et évidemment, l'étudiant de Grèce euh, a la même histoire aussi. Oui, 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 chez nous aussi, on a ça. Et évidemment, le monsieur de la Pologne aussi. Et voir, c'est juste pour dire que on a tous des- ce- une base commune par la nourriture où on se rencontre. Alors, il y a des liens comme ça on- tout d'un coup, on n'est plus d'origine différente, on n'est plus différents, on est tous pareils, on mange tous quand même les mêmes aliments. Juste sont apprêtés différemment, c'est tout. Alors je trouve ça merveilleux, ces histoires qui s'échangent comme ça. Chez Amido Horticulture, on cherche aussi à rassembler différentes communautés autour de l'agriculture urbaine. C'est pourquoi Gabriela participera chaque semaine à la rentrée au Concordia Farmers Market, où elle vendra des paniers de légumes dits ethniques pour la communauté de Concordia. Ce qu'on vend principalement ou ce qu'on produit à chez Amido Horticulture, c'est des plantes ethniques et anciennes, principalement venant de l'Afrique, puisque Amidou, qui est l'entrepreneur, est d'origine africaine. Du coup, euh, en, en basse saison, on fait plutôt des plantes. On vend juste le plant lui-même pour que les gens puissent ensuite les prendre chez eux et pouvoir planter ça. Donc ça, c'est plutôt, on fait ça au printemps. Ensuite, en été, quand on fait les récoltes, on vend des légumes, des fines herbes. Euh, donc il y a plein de choses. Moi, je connaissais pas tout ça avant, mais j'ai appris beaucoup de choses sur les différents légumes, par exemple les aubergines africaines, des fines herbes comme le quinqueliba ou le moringa. Mon rôle en ce qui concerne à la biohorticulture, c'est vraiment de le soutenir dans tous ses besoins. Du coup, comme je dis, il est d'origine africaine et a conçu cette entreprise principalement, premièrement pour remplir un besoin personnel. Il a remarqué qu'il manquait les aliments qui lui étaient familiers dans les supermarchés ou même dans les marchés. Et il s'est rendu compte que dans une ville si multiculturelle que Montréal, qui souvent le continent africain faisait pas partie de la conversation. Et du coup, moi vraiment, mon rôle, c'est de l'aider dans cette mission-là. Je suis vraiment là pour euh, répondre à ses besoins, pour pouvoir donner à la communauté noire, afrodescendante et immigrante accès à leur propre nourriture sans les coûts monétaires et climatiques de l'importation, ainsi que de déstigmatiser la culture africaine à travers l'agriculture et l'alimentation euh, au, au, à Montréal et au Québec. Je pense qu'il y a un peu un thème en ce moment par exemple des cultures
la nourriture qui vient de l'Amérique du Sud ou de l'Asie, qui a été introduite à Montréal. Et même dans la communauté au Canada au large, c'est vraiment tu vois ces restos-là un peu partout. C'est assez facile de pouvoir avoir accès à cette nourriture-là. Mais souvent, ce que Amidou avait remarqué, et ce que moi maintenant par la suite j'ai remarqué aussi, que euh, le continent africain vraiment ne fait pas partie de cette déstigmatisation. Amidou, du coup, a fait beaucoup d'expériences et d'expérimentations avec euh, les plantes qui lui est familier et comment pouvoir les produire et les faire pousser dans une serre ou même dans les champs euh, au Canada. Et comment ensuite, par la suite, pouvoir les rendre biologiques et pouvoir donner accès à ces personnes-là, à ces communautés-là, leur nourriture, de la nourriture biologique que tout le monde devrait avoir. Les possibilités sont immenses avec l'agriculture urbaine pour réduire l'insécurité alimentaire des Montréalais, nous rapprocher les uns des autres et mieux connaître certaines cultures. Mais développer cette technique ne sera pas forcément simple. Comme le rappelle Sheila Wolf de la Concordia Food Coalition, certaines terres sur l'île de Montréal sont bien trop polluées pour y cultiver des légumes. Les perceptions sociales et les lois doivent encore évoluer. Alors, convaincu par l'agriculture urbaine? Partage ton opinion en commentaire et merci d'avoir regardé l'organe.